Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne, une chronique taraborienne au cours de laquelle vous avez choisi, et donc nous allons parler de ceci, Against the Dark Master, traduit en français par les éditions du Troisième Œil, les éditions Leto. Alors moi j'ai fait le pledge qui paraissait complet et qui comprend donc un écran. Je vais essayer de faire voir l'écran. L'illu a l'air vraiment sympa, dans des tons de très Purple Rain, très purple. Moi j'aime bien ce genre d'ambiance. Voilà, on a effectivement un écran avec 7 illus. Voilà, qui est un peu sombre peut-être. On évite le pire avec le nom du jeu, les publicités, l'adresse où on peut le commander, etc. Enfin, tout un tas de choses inesthétiques au possible. Bon, l'intérieur est un peu moins digeste, puisqu'on va retrouver des tables. Hein. Bon, voilà. Alors, ceci dit, vous ne serez pas surpris. Hein, Against the Dark Master, qui est quand même un petit peu la version, la ressucée de MERP, Middle Earth Role Playing Game, qui était un livre rouge, je ne sais pas si vous en pensez. En même temps, le lettrage, si vous regardez bien, ça fait étrangement penser au lettrage de Rolemaster, sur la boîte notamment. Donc ça l'évoque également. Et donc là, on a des tables pour les types d'armes, tranchantes, contendantes, à distance, sans armes, sort de zone, sort de projectile, et l'attaque des créatures des bêtes, ce qu'on appelle les bêtes. Les jets de sauvegarde également, bon, très bien de les avoir comme ça, sous forme d'écran du maître. Et puis alors, très intéressant également, j'ai trop usé de chausser mes lunettes, très intéressant également, les tables des coups critiques, hein, vous savez que c'est ce qui fait tout le sel, toute la saveur de ce jeu, qui sont reprises dans un livret pour le maître. Alors par exemple, si vous faites 111, vous frappez dans la zone des yeux et aveuglez temporairement la cible. Cible sonnée, aveugle pendant 6 rounds, puis moins 30 aux actions. Voilà, on retrouve un peu toutes les péripéties, toute la saveur de ce qu'on aimait bien dans Rolemaster et dans Middle Earth Role Playing Game. Donc vous avez les coups critiques de magie noire, coups critiques de froid. Vous avez également les compétences et les caractéristiques qui les déterminent. Vous avez les jets de sauvegarde. Vous avez également des tables pour la magie. Oui, ça peut faire un petit peu peur, ce genre de tableau. Pouvez-vous incanter un sort? Et on commence par un diagramme explicatif. On se dit, oula! Mais non, en fait, c'est très bien fait. D'ailleurs, on commence à l'apercevoir ici, dans les tables de ce livret. Moi, je mettrais un gros plus à ce jeu, mais je vais en reparler en termes de maquette. Voilà, celui-ci, beau bébé, hein, vous allez me dire. Dans le même temps, j'ai commandé la version de Rolemaster Unified qui, après 15 ans de gestation, est enfin parue. Donc je l'ai commandé en PDF. Et autant les gars de Against the Dark Master, bon, on peut dire qu'ils ont un peu pompé MERP et tout ça, même si c'est de l'OSR, ils disent que c'est d'inspiration, mais bon, c'est assez pompé, il faut bien le reconnaître. Mais en tout cas, c'est très bien fait en termes de maquette. Franchement, je ne comprends pas comment ils font Ice pour s'entêter dans des formats encore illisibles. C'est vraiment, même le PDF, en zoomant et tout, vous n'avez pas envie de le lire, quoi. C'est vraiment multitude de colonnes, mal écrit, des dessins pas beaux. Enfin, ça n'a pas progressé depuis les éditions de Rolemaster des années 80. C'est un peu désolant pour un jeu qui voudrait attirer une nouvelle clientèle. Moi, ils ont complètement raté leur coup. Et en plus, je l'ai lu en VO, donc parce que pour l'instant il n'est pas traduit. Ça reste mal expliqué, compliqué, etc. Alors que là, avec Against the Dark Master, déjà on a une maquette. Bon, c'est du noir et blanc, mais les dessins sont jolis. Enfin, moi j'aime. Les dessins sont jolis. La maquette est très lisible. Vous allez voir, je vais sauter quelques pages. Voilà. Les illus, toujours ces belles illus, et quelques pages, c'est aéré, c'est clair, et le jeu est bien, et j'ai trouvé très bien expliqué. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir d'abord le livre premier, qui va s'intéresser à ce qu'ils appellent communément la communauté,
Donc voilà, les joueurs, le maître de jeu, les dés, les jets de dés, type 2D. Et puis après, direct, dès la page 14, deuxième chapitre, création de personnages. Et là, on retombe voilà, sur l'espèce de petit process. Alors, déterminer les caractéristiques, choisir votre ascendance et votre culture, choisissez votre vocation, les historiques et l'équipement, calculez les attributs dérivés, choisissez vos passions, nommez votre personnage. Et après, on va reprendre ce process, ce canevas, on va le reprendre en rentrant dans le détail. Donc les caractéristiques, puissance, mesurer la force musculaire et la puissance physique d'un personnage. Un personnage avec une puissance élevée aura tendance à être bon avec les armes de mêlée et dans les activités comme la course, l'escalade ou le déplacement des charges lourdes. Un athlète, autrement dit. Coordination, mesure la dextérité, la vitesse, etc. Je ne vais pas tous vous les faire. Voilà, une maquette très aérée et surtout des explications claires ou limpides. Là où dans le Rolemaster Unified, tout est compliqué. Je ne sais pas comment vous dire, je ne sais pas comment ils font. On dirait des membres du gouvernement. En fait, même un énoncé des membres d'un gouvernement politique, quoi. Même un énoncé facile, on fait de la périphrase, on noie le poisson et on finit par être sur des concepts un peu flous. C'était déjà un peu dérangeant avec Rolemaster à l'époque, je me rappelle notamment l'explication du calcul des points de coup qui valait son pesant de cacahuètes, quoi. C'était vraiment pas clair. On y arrivait, mais avec beaucoup d'expérience. Nous, on était jeunes à l'époque, mais ça nous avait pris du temps, malgré les ouvrages en français. Bref, super jeu quand même, pour lequel je garde un petit coup de cœur, une passion, parce que ça a vraiment été des bonnes parties à l'époque. Ensuite, vous avez donc les ascendances. Game of the Dark Master, donc en fait c'est ce qui va permettre de choisir une culture. Vous avez les nains, les semi-hommes, les humains, les sauvageons, le premier homme, demi-elfe, elfe du crépuscule, elfe d'argent, elfe des étoiles, demi-orc, orc, troll de pierre, firebolg. Et c'est déjà pas mal. Et puis après vous avez à chaque fois le détail. Ici, voilà. Sur 2 pages, encore une fois, c'est aéré, c'est propre, c'est clair, c'est beau. C'est Against the Dark Master. C'est inspiré, on aime ou on n'aime pas, mais elles collent avec le genre. Des petits tableaux récapitulatifs, car selon en fait entre guillemets, l'espèce que vous allez choisir, vous avez, comme dans Rolemaster et MERP, des bonus, par exemple plus 5 en puissance, les nains, vous voyez, moins 5 en coordination, plus 15 en endurance, les jets de sauvegarde, plus 20, sauvegarde vigueur, plus 20, voilà, point de vie 40, c'est aussi ce qui détermine vos points de vie de base. Les semi-hommes, pour ne pas dire Hobbit ou Halfling, attention aux histoires de droit, on met peu de choses. Les elfes du crépuscule, voilà, donc on passe toutes les ascendances avec un petit laïus à chaque fois. C'est un peu léger sur le laïus. Maintenant, ça a toujours un petit peu été le parti pris du jeu générique, d'un jeu générique comme Rolemaster. En fait, MERP, oui, c'était vraiment centré sur les terres du milieu. Il y avait juste que cette histoire de Hobbit où je crois qu'ils n'avaient pas les droits, machin. Sinon, ils essayaient quand même de coller au maximum à l'univers de Tolkien. Par contre, pour Rolemaster, c'était volontairement très générique. Voilà, ça y faisait penser, voilà, c'est un peu le canal rail de l'univers de Tolkien, quoi. Et du coup, c'était pratique pour nous, les maîtres de jeu, parce qu'on pouvait préempter et en fait lui donner un peu de couleur telle qu'on la ressentait, ce qui est parfois plus amusant que vraiment de coller à une licence et de s'interdire tout changement. Alors, on a l'étape de dotation par rapport aux cultures, etc. Donc après, vous avez les cultures. Donc vous avez cité les sables, les profondeurs, les hautes terres, les cercles féeriques, la campagne, la cour, les mers, les plaines, les terres sauvages, les terres frontalières, les terres sombres. Et puis après, vous allez avoir les vocations, qui pourraient ressembler aux classes, aux carrières, donc guerrier, roublard, rien que de très connu, sorcier, animiste, champion, touche à tout. Voilà, et à chaque fois, donc, ça vous ouvre des bonus dans les compétences.
on est en territoire connu, il y aura absolument pas de surprise dans ce jeu. Et en même temps, moi, je trouve que c'est ça sa force. C'est qu'il n'y a pas de surprise, mais ce qu'il propose est bien fait, fonctionne, c'est clair. Et vous avez un jeu, voilà, clé en main, prêt à jouer. Là où il va y avoir quand même des petites choses, après vous avez les fameuses options d'historique. Ça me rappelle des bons moments en Rollmaster. On pouvait vraiment se faire un personnage aux petits oignons en allant choisir tel ou tel point d'historique, qui valait plus ou moins de points d'ailleurs selon l'option qu'on choisissait. Puis vous avez la touche finale, donc les attributs dérivés comme le mouvement, les jets de sauvegarde, la défense, la taille, l'équipement de départ, et puis nommer votre personnage. Alors là, il y a un peu de nouveauté, les passions et les pulsions. Alors ils ont mis en place une petite mécanique vraiment assez moderne, comme ça se fait beaucoup dans les jeux d'aujourd'hui, avec un système de passions et de pulsions qui permettent d'aller chercher les bonus. C'est un peu comme entre guillemets, comme les points à Donjons et Dragons, les points de, je sais plus comment on appelle ça, les points de destin ou les choses comme ça qui vous permettent de vous récompenser vos joueurs quand ils font un bon roleplay ou que vous estimez qu'ils sont bien dans le fait de camper leur personnage, qu'ils animent bien la table ou quoi. Vous pouvez leur donner des choses qui leur permettront de retirer un jet de dés ou d'avoir l'avantage sur un tirage, etc., etc. Donc là, ça se joue avec les passions et les pulsions. Voilà, on peut dépenser des points de pulsion. Alors par exemple, si vous dépensez un point de pulsion, c'est obtenir un bonus spécial de plus 10 par point de pulsion dépensé à tous les jets de compétences d'attaque et de sauvegarde jusqu'à la fin de la scène. Et augmenter la pulsion, la valeur de pulsion augmente en intégrant ses passions au jeu. Voilà, donc l'intérêt c'est de pousser un peu le roleplay. Alors il y a des gens qui aiment, il y a plusieurs écoles, hein. Il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui n'aiment pas, il y a ceux qui considèrent que normalement on n'a pas à faire ça. À partir du moment où tout le monde à la table s'est assis et s'est installé pour faire du jeu de rôle, c'est que tout le monde a envie de faire du jeu de rôle et donc que tout le monde va roleplayer du mieux possible son personnage et vraiment rentrer dans se glisser à l'intérieur et l'incarner du mieux possible. Malheureusement, on sait tous que malgré les meilleures intentions du monde, c'est pas toujours le cas. Donc ça peut être bien qu'il y ait quelques petites mécaniques. Le tout, c'est d'en discuter. De toute façon, c'est des options. Tout dans ce jeu fait penser à Mère pour Rollmaster. Donc il y a beaucoup de choses que vous pouvez dire, moi je joue avec ou je joue sans cette option. Faut pas hésiter à s'approprier les jeux. De toute façon, on le fait tous. Deux personnes qui jouent au même jeu, si vous comparez après 10 ans de pratique le clan A, le clan B, vous verrez que vous n'avez pas l'impression des fois qu'ils jouent au même jeu. Puis vous avez la feuille de personnage, voilà, des feuilles vierges. Ensuite, on attaque le livre 2, les sentiers de l'aventure. Là, on est plus sur un petit peu comment on va jouer, comment on résout les jets de compétences, comment on attribue les difficultés, qu'est-ce que ça signifie de prendre son temps, les actions d'opposition, les jets de sauvegarde. Là, on commence vraiment la cuisine interne. Puis, le chapitre suivant est dédié aux traditions magiques et à la magie, comment les points de magie, comment incanter des sorts, avec cette petite particularité qui est un système qui rend la magie un peu dangereuse. C'est-à-dire que quand on rate des incantations magiques, il peut se passer un écho. Il faut savoir que cet écho est une espèce de résonance magique qui peut, dans les cas les plus ratés, alerter le Dark Master qui est alors au courant, il peut être au courant jusqu'à même la position du mage qui a jeté le sort. Et vous envoyez des sbires pour vous freiner, etc. Un chapitre sur les mouvements et les voyages, normal. Voilà, là on est un peu dans le générique qu'on a dans quel que soit le jeu, hein, surtout en mode fan, vous avez toujours maintenant un chapitre sur les mouvements et les voyages, les campements et les refuges, les activités dans les refuges, l'équipement et les richesses, on est un peu dans le catalogue d'équipements, le matériel, les armures, les boucliers, les lames, la table des armes, les descriptions des armes, bon, il n'y a rien que de très classique. Le combat, le fameux chapitre sur le combat, qui est, alors moi, de souvenir de la partie que j'ai faite avec Guillaume du Bazar d'Ectélion, j'ai trouvé quand même que le combat, pour être honnête, je pense qu'il faut du temps, il y a une courbe d'apprentissage avant, à mon avis, de parvenir à avoir
des combats comme moi je les aime, c'est-à-dire bien dosés entre le côté simulationniste et stratégique et le côté cinématique et un peu film de KPDP, d'action, etc. C'est pas si simple, il y a quand même beaucoup. Il faut déjà commencer par déclarer rapidement les intentions de ce qu'on veut mettre en place. Après, il y a les résolutions. Donc, il faut des joueurs disciplinés et vraiment, il faut des joueurs qui fassent l'effort d'apprendre les règles du combat et de les maîtriser avant d'avoir une table huilée, un truc qui a un peu de gueule, entre guillemets, quand vous essayez de restituer des combats. Sinon, on tombe vite dans dans le jeter le dé et juste croiser dans les tables. Bon, ça dépend encore une fois de ce que vous voulez, la façon dont vous aimez jouer. Là, forcément, c'était une partie d'initiation, donc on découvrait le jeu, tous pour la plupart. Donc on était quand même à un niveau de simulation assez faible. Ça fonctionnait, hein. C'était pas déplaisant, mais on était quand même... on a peu fait de roleplay dans les combats. On était quand même dans le oui, je tire une flèche, oui, je retire une flèche. Voilà, donc du combat finalement assez inintéressant, qui fonctionne mais inintéressant, mais qui fonctionne, qui respecte quand même la gestion du niveau de la troupe avec le niveau des adversaires. Les dégâts, livre 3, les récits de légende, donc préparer le jeu. Alors là, on touche un peu plus sur ce qu'il est possible de faire, générer de nouvelles cultures, et puis un petit peu le propos du jeu. Voilà. Puisqu'en fait, le propos du jeu, c'est que dans Against the Dark Master, il y a un ennemi, il y a le Maître des Ténèbres, dont, en fait, qui est en train de mettre en place un master méga complot planétaire. Et en fait, les joueurs, ils jouent l'opposition à ce truc-là, sachant qu'on part du principe qu'on ne peut jamais vaincre le Maître des Ténèbres. On peut le retarder, lui mettre des bâtons dans les roues, embêter certains de ses sbires, ralentir sa progression, mais on est un peu proche du propos de Cthulhu, en fait. Les grands anciens, c'est déjà établi qu'un jour ou l'autre, ils prendront l'ascendant sur les humains, quel que soit le nombre de campagnes et d'aventuriers que vous allez faire. Un jour ou l'autre, n'est pas mort ce qui a jamais d'or, et donc les humains l'auront dans le baba. Et donc vous ne jouez en fait que des petits moments où les êtres humains peuvent avoir des petites victoires contre des cultes, contre des sectes, déjouer des complots, les retarder, mais on sait très bien qu'un jour ou l'autre, l'espèce humaine va y passer. Alors j'accélère un petit peu pour pouvoir terminer rapidement. Les options de campagne, donc il y a toutes ces mécaniques. Voilà, de toute façon je vais peut-être pas tout vous faire, je pense que vous avez compris le principe. Il y a un petit bestiaire qui est assez sympa aussi, qui sans être exhaustif est quand même bien fourni. Du classique, hein, tout ce qu'il fait, des ombres ailées, des ombres galgales, des orques, des sombres, des souverains spectrales, des squelettes, des vandales du blasphème. Et puis tout un tas de règles également sur la magie et justement comment le maître de jeu va dérouler le plan de son maître des ténèbres. Voilà. Et vous avez ensuite, ce qui est très intéressant, Ombre sur les bois du Nord, une aventure, ou même peut-être c'est le début d'une campagne, il me semble, l'île des brumes, voilà, une aventure très très... Alors ça je vous montre pas, hein, voilà, les vents de la guerre, il y a plusieurs épisodes, apparemment, puis il est pré-tiré, si je ne m'abuse. Et enfin, à la fin, ils reprennent toutes les tables. Voilà, donc la simplification par rapport au master, c'est qu'on n'a plus une table de dégâts par arme, où vous croisez le résultat de votre dé open-ended avec l'armure du défenseur. On a une table par type d'arme, un peu comme dans Harp. La simplification, la dernière mouture de Rollmaster simplifiée, où vous avez une table pour les épées à une main, une table pour les épées à deux mains, une table pour les haches, une table pour les pics, une table pour les arbalètes, voilà, etc. etc. C'est plus facile parce que c'est ça qui est un peu relou à Rollmaster, c'est qu'en fait, si votre personnage avait 4 armes différentes, une fronde, un arc, une hache, un poignard et une épée, fallait que vous trimballiez les 4 tables. Qui sont quand même des pleins de pages A4, écrites petits avec des petits chiffres, etc. Et aussi, peut-être, ce qui est un peu difficile dans ce genre de jeu, quand on ne joue pas en VTT,
En VTT, il y a des automations, j'imagine. C'était, moi j'ai des souvenirs, en début de soirée, ça allait, parce qu'on est quand même à additionner des jets open-ended. C'est-à-dire que vous faites 88, vous rajoutez 53, plus votre bonus de 35. Quand on est alerte en début de soirée, pas fatigué, encore bien clair, pas trop de bière bu, etc., ça va assez vite. Par contre, quand on arrivait sur les 2-3 heures du mat et qu'il fallait, alors, attends, 232, moins 47, plus 18, c'était long, c'était très long. Nous, on avait fini par tomber d'accord en ayant une calculette. Moi, franchement, ça paraît contre-intuitif au début, mais nous, en fait, voilà, il y avait une calculette. Et même le mieux, c'est que si vous jouez à plus de 2, un maître de jeu en one-to-one, un maître de jeu, un joueur, celui dont ce n'est pas le tour, qui ne participe pas, donc il décrit pas son attaque ou sa défense, en fait il prend la calculette et il tape ce que disent les autres, et il annonce les résultats. Comme ça, quand votre joueur vous dit j'essaie de donner un coup de hache, en mettant 25% en bonus défensif, donc il me reste 38 en bonus offensif, je fais 47, le gars il tape 38-47, et vous avez un résultat tout de suite. Et la personne qui fait la description n'a pas à s'emmerder avec la machine et les calculs, c'est une autre personne. Encore une fois, à voir ce qui s'est proposé en VTT, parce qu'à mon avis, ça peut être automatisé dans la VTT, et ce serait quand même très intéressant pour ce type de jeu. Alors, mon point de vue générique sur ce jeu, je tenais à l'avoir, parce que moi, à une époque, je pensais même refaire jouer essayer de retrouver des PDF ou des vieux exemplaires de Rollmaster, et refaire des parties. Après avoir fait la petite partie là, je suis pas sûr d'avoir envie de faire jouer en ce moment à ce jeu-là, même si je trouve que le système est très intéressant, très élégant, et qui propose quelque chose de vraiment différent de tout ce qui se fait. Moi, j'ai peur que ce soit un peu trop la croix et la bannière pour amener toute la table à un niveau de simulation et d'immersion qui, moi, d'aller vers ce que je recherche. Donc je pense que je vais plutôt m'orienter vers du Warhammer V4, qui n'a rien à voir pour le coup comme système, qui est aussi un système assez crunchy, mais qui me paraît plus facile d'en faire quelque chose de fluide et de compréhensible rapidement par l'ensemble des protagonistes qui prendront part au combat à ma table. Sinon, c'est un très beau jeu. L'édition elle est super beau, le bouquin c'est du costaud. Moi j'ai pledgé sur la fin, donc j'ai pas eu de problème d'attente et quoi que ce soit. Je sais qu'il y avait, je crois, un petit souci de retard. Je crois que la maison du responsable de la maison d'édition a brûlé ou quelque chose comme ça. Enfin, il a dû s'arrêter pendant un temps, etc. Puis c'est une petite maison, donc en fait ils ont plusieurs projets, voilà. Moi je suis assez content quand même d'y avoir participé, de les avoir soutenus, parce que c'est une entreprise, voilà, c'est intéressant. Je sais qu'il y a un supplément également qui en fait reprend ce qu'ils appellent les vocations. Donc pour tous les guerriers, ils vous proposent 4 ou 5 types de guerriers. Pour les wizards, ils vous proposent 4 ou 5 types de wizards, voilà. Donc ça fait comme un supplément en fait. Ça s'appelle Grievous, je sais plus trop quoi. Il existe en anglais et il va être certainement traduit prochainement en français. Si vous aimez ce jeu, je pense que le supplément est intéressant, parce que ça donne d'autres options, et là pour le coup on est vraiment proche ils ont essayé de refaire tout ce qu'il y avait dans Rollmaster avec la richesse et l'exhaustivité de cette édition. Voilà, donc mon point de vue c'est oui, si vous aimez ce genre de jeu, un peu crunchy mais très savoureux avec les tables et tout ça, et que vous avez une table de copains, copines qui ont vraiment envie de s'y mettre et de faire l'effort de bien maîtriser le jeu, il y a moyen de faire des bonnes simus avec ça. Sinon, si c'est pas votre truc, voilà, faites une partie pour essayer, mais ça va pas vous convenir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite également une très bonne année, puisque c'est ma première vidéo pour cette nouvelle année 2023. N'oubliez pas de liker, de partager éventuellement et de soutenir la chaîne. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!